C'est la dernière journée du Printemps de l'économie, donc c'est la 23e session. Donc on a enchaîné sur le thème de la mondialisation un peu tous les aspects. Et on va s'intéresser, donc là on va prendre un peu du recul justement parce qu'on va voir tous les aspects en même temps de la mondialisation à travers la question de la mesure. Puisque évidemment, donc, la mondialisation est un phénomène économique étudié par les économistes, ce qui implique des théories, mais ce qui implique des mesures, de la quantification du phénomène. Et on sait que l'évolution, donc la mondialisation, elle prend des formes, donc on connaît la définition de la mondialisation, enfin, c'est à la fois des échanges de biens, des échanges de services également qui se développent, des échanges de capitaux. Il y a des revenus aussi qui bougent dans l'économie mondiale, il y a des transferts et des hommes aussi qui circulent, d'accord, plus ou moins facilement d'ailleurs. Tout ça, ça se comptabilise, donc c'est notamment l'objet d'un document statistique qu'on appelle la balance des paiements, donc je pense que Jérémy reviendra dessus. Et donc, on a évidemment ici conçu cette session avec l'INSEE, dont le métier est justement la statistique publique, autrement dit la mesure des phénomènes économiques. Et donc nous avons monté cette session, la mondialisation ça se mesure, en cherchant à croiser les regards d'économistes, de statisticiens sur ce phénomène-là. Donc nous allons commencer en fait avec Jérémy Montornès, avec qui en fait on va voir le point de départ, c'est qu'est-ce qu'on cherche à mesurer et comment, d'accord? Une première présentation d'à peu près un quart d'heure. Et puis après, on va prendre un peu du recul, puisqu'on va être beaucoup sur la France, sur le cas de la France, et avec Isabelle Bensidoun, qui est donc, alors j'ai oublié de présenter Jérémy Montornès, qui est, vous êtes chef de la section échange extérieur à l'INSEE. Voilà. Et donc Isabelle Bensidoun, qui travaille au CEPI, au CEPI, d'accord, un centre d'études et de prospective sur l'économie internationale. Voilà. Vous êtes économiste, vous êtes conseillère éditoriale et vous êtes notamment chargé d'un petit livre que je vous recommande, L'économie mondiale. Donc, il y a une édition tous les ans, mais qui permet en fait de brasser un petit peu large sur l'économie mondiale. Et donc avec Isabelle, on va voir quelques grandes tendances, quelques grandes évolutions de la mondialisation sur les 40 dernières années. Donc prendre du recul historique, mais aussi géographique. Voilà. Et on terminera par une double intervention, donc d'Elisabeth Kremp à ma gauche et de Pierrette Briand. Donc Elisabeth Kremp, vous êtes chef du département des synthèses sectorielles à la direction des statistiques des entreprises de l'INSEE. Et avec vous, on va voir plus spécifiquement donc un focus sur les évolutions méthodologiques, comment en fait les évolutions actuelles de la mondialisation, et notamment le rôle des multinationales, la fragmentation des chaînes de valeur, on va en revenir sur ce que ça veut dire, et vous savez tous plus ou moins ce que ça veut dire si vous avez un smartphone dans votre poche. Vous savez que en fait, les composants sont faits dans des endroits différents et assemblés dans un endroit différent, commercialisés dans un endroit différent. La conception est faite ailleurs, c'est design in California, pour ne pas citer la marque, voilà, etc. Donc on va revenir sur cet aspect-là qui modifie en fait la manière de mesurer les échanges extérieurs. Et également avec Pierrette Briand, donc Pierrette à ma droite, qui est chef de division profilage et traitement des grandes unités à la direction des statistiques d'entreprise, donc également de l'INSEE, et avec qui on va également illustrer avec des cas particuliers, donc pour incarner tout ça, notamment on verra l'aéronautique, l'Airbus, et peut-être la pharmacie également, d'autres exemples. C'est Elisabeth, voilà. Ouais. Donc je passe tout de suite la parole à Jérémy pour un premier point sur qu'est-ce qu'on cherche à mesurer et comment le mesurer. Bonjour. Ma présentation va porter sur les outils de mesure de la mondialisation, que sont la comptabilité nationale et la balance des paiements. Donc ces deux outils sont effectivement très utiles pour mesurer les effets de la mondialisation sur l'économie française, ou même pour analyser les déséquilibres économiques dans la zone euro, par exemple. Donc le plan de la présentation est le suivant. Donc pour mesurer la mondialisation, il faut tout d'abord collecter une grande masse de données. Donc ça, c'est la tâche de la statistique publique. On verra quel grand type de données il est nécessaire de disposer.
Dans un deuxième temps, donc, on montrera donc, que ces sources s'intègrent dans des documents statistiques cohérents pour avoir une vision de l'économie bouclée avec le reste du monde. Enfin, donc, on s'intéressera aux indicateurs macroéconomiques que sont le PIB ou la balance des paiements dans le contexte de la mondialisation et dans le contexte actuel. Donc, à cet égard, l'Irlande constitue un cas d'école intéressant puisque ce pays est très inséré dans la mondialisation et que la croissance économique y a connu des développements que l'on va détailler. Donc, tout d'abord, voilà, la mesure de la mondialisation suppose de collecter une grande variété de données. Et donc ces données sont tout d'abord mesurées à partir de sources nationales, c'est un peu paradoxal. Donc la mesure des biens se repose sur des statistiques douanières. Donc en fait, chaque exportation de biens ou de marchandises fait l'objet d'une déclaration en douane. Donc pour des raisons à la fois juridiques et fiscales. Il y a environ chaque mois près de 20 millions d'enregistrements qui sont déposés en douane. Et ces enregistrements permettent aussi d'élaborer des statistiques qui sont diffusées par les douanes et qui permettent de disposer d'une mesure agrégée des exportations et des importations. Donc les échanges de services sont plus complexes à mesurer puisqu'ils ne font pas l'objet d'un passage à frontière. Il n'y a pas de mesure physique qui est possible. En revanche, les entreprises sont tenues de répondre à des enquêtes statistiques qui sont réalisées en l'occurrence par la Banque de France pour mesurer leur activité à l'étranger, leur activité internationale. Donc, bien souvent, les prestations de services sont également suivies de mouvements de personnes ou d'implantation de filiales à l'étranger. C'est ce qui fait un peu la spécificité des échanges de services. Enfin, donc les flux financiers font aussi l'objet d'une mesure. Les banques, au même titre que sont interrogées par la Banque de France pour répondre à des états statistiques, en même temps qu'elles le sont pour la mission de supervision de la Banque de France. Donc on dispose d'informations précises sur les mouvements de capitaux, puisqu'elles sont contraintes juridiquement de déclarer cette source. Donc au total, on voit que l'appareil statistique a évolué en fonction des transformations de la mondialisation, et il continue d'ailleurs d'évoluer. L'émergence des produits dérivés a d'ailleurs fait l'objet de collectes spécifiques pour les besoins de la balance de paiement. Donc je vais revenir maintenant sur les différentes sources que je viens de présenter avec une illustration chiffrée. Donc une première caractéristique de la mondialisation, bien connue de tous, c'est le formidable essor des échanges de biens. Donc sur ce graphique, on voit que les exportations et les importations, que le volume des échanges a été multiplié encore par 5 depuis les années 80. Donc, ce graphique montre aussi que l'écart entre les exportations et les importations, donc le solde commercial, semble s'être accru sur la période récente. Donc ce sont les bâtons en bas du graphique, et que le déficit commercial atteint désormais près de 60 milliards d'euros en 2017. Donc il y a à cela, je le rappelle, à la fois des facteurs structurels qui sont liés au positionnement des exportations françaises, donc insuffisamment tournées vers les marchés en forte croissance, comme les pays émergents, et à la fois un positionnement, j'ai dit sectoriel, mais ça doit être géographique, et aussi un positionnement sectoriel qui est insuffisamment tourné vers les produits à forte valeur ajoutée. Et il y a aussi, sur la période récente, des effets conjoncturels, en particulier liés au gonflement de la balance énergétique, qui pèse désormais près de 40 milliards d'euros en 2017, et qui a eu tendance à s'alourdir encore en lien avec les prix du pétrole. Donc je reprends ces données pour introduire une autre notion, qui est celle de taux de couverture, qui permet de mieux apprécier l'évolution des déséquilibres courants.
Donc en effet, le solde commercial, comparer le solde commercial sur longue période n'a pas grand sens, compte tenu de l'explosion du volume des échanges. Donc le taux de couverture permet de corriger cet effet, et on voit que ce qui caractérise en fait la période actuelle, ce n'est pas tant l'ampleur du déficit commercial, mais plutôt en fait sa persistance. Le taux de couverture actuel est de l'ordre et de celui atteint en 1982. Voilà, un mot enfin sur la répartition des échanges de biens entre pays. Donc on a là deux caractéristiques aussi bien connues de la mondialisation. Donc on échange principalement donc, avec les pays partenaires, les pays qui sont proches de sa frontière. Donc c'est ce que les économies désignent par effet frontière. Or cet effet frontière ne va pas forcément de soi, puisque les pays voisins ou proches de la France, comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, ont une production de biens qui est souvent similaire. On peut penser aux voitures. Chacun de ces pays produit des voitures. Pour autant, ça n'empêche pas les pays européens d'échanger entre des voitures. C'est ce qui est qualifié d'échange intra-branche. Donc, deuxième trait de la mondialisation, ce sont les échanges nord-sud. Et donc, à ce titre, voilà, la France importe de nombreux biens de consommation et la Chine est le premier déficit commercial pour la France. Voilà, donc une deuxième... Je passe maintenant aux échanges de services qui sont sans doute moins bien connus et qui, eux aussi, ont connu une très forte croissance, en particulier sur la fin de période, depuis 2006. Donc, quand on pense aux échanges de services, pour incarner cela, on peut penser par exemple aux transports. Les transports sont considérés comme un service, à la fois les transports de marchandises et les transports de biens. Donc il y a aussi un service qui est très important pour le commerce extérieur français, c'est le tourisme. Le tourisme est considéré comme un service. Les dépenses des touristes en France sont comptablement comptabilisées comme un export de services et réciproquement donc les dépenses de tourisme français à l'étranger comme un import. Donc le tourisme pèse beaucoup dans la balance commerciale française, il est structurellement excédentaire et fait l'objet aussi d'enquêtes spécifiques. Donc, du point de vue des exports de services aux entreprises, donc ces services sont notoirement liés à l'activité des multinationales, puisque 90% des entreprises exportatrices font partie d'un groupe. Donc voilà, après ce tour d'horizon sur les sources, j'en viens maintenant donc au cadre statistique qui permet de les réunir et de les rendre cohérentes. Donc on a deux domaines statistiques, deux tableaux statistiques fondamentaux qui permettent de retracer le commerce international et les flux financiers. Ce sont la comptabilité nationale et la balance des paiements. Donc ces deux statistiques sont pleinement imbriquées et elles sont construites sur la base d'une méthodologie commune, ce qui permet d'ailleurs de réaliser des comparaisons internationales. On peut penser par exemple aux comparaisons internationales de PIB, mais ce peut être le cas pour tous les indicateurs ou agrégats qui sont tirés de ces sources. Donc le concept clé pour analyser les échanges, c'est le changement de propriété économique entre résidents et non-résidents. Donc je vais revenir sur cette notion de changement de propriété. Donc ce n'est pas le passage à la frontière qui définit une exportation ou une importation, mais le changement de propriété donc dans le cadre d'une transaction économique. Donc cela est fondamental et cela permet par exemple de ne pas comptabiliser un bien intermédiaire qui est transmis à la filiale d'un groupe pour transformation et qui revient dans l'entreprise, au siège du groupe pour assemblage final. Donc voilà, le PIB donc permet, intègre donc les échanges extérieurs et se décompose donc entre une demande intérieure et une demande extérieure et regroupe à la fois les biens et les services.
Donc pour analyser les effets des échanges sur la croissance, on a recours au concept de contribution des échanges à la croissance. C'est le concept qui est utilisé par les économistes, par les commentateurs économiques aussi. C'est ce à quoi on se réfère quand on dit que le commerce international pèse sur la croissance. Donc effectivement, ces dernières années, la contribution des échanges extérieurs à la croissance a été négative. Donc je passe maintenant à la mesure des flux financiers et à la balance des paiements. Donc au niveau macroéconomique, les échanges de biens et de services ont une contrepartie financière. Donc cela illustre, et c'est l'intuition de l'identité fondamentale de la balance des paiements, qui montre qu'on a une égalité entre le solde des biens, des échanges des services et des revenus, le solde du compte de capital et le solde financier. Donc, cette identité montre aussi qu'un pays qui a des excédents courants, qui a une balance commerciale excédentaire, dispose aussi d'une capacité de financement vis-à-vis du reste du monde, d'une épargne nette vis-à-vis du reste du monde. C'est typiquement le cas de l'Allemagne. Ainsi, la balance des paiements est un outil utile pour analyser les déséquilibres, par exemple dans la zone euro. Et typiquement, la crise de la zone euro est une crise de balance des paiements, avec un pays en excédent courant, comme l'Allemagne, qui a financé en fait le déficit des autres pays du Sud et quelque part financer leurs importations. Donc le compte financier de la balance des paiements ne doit pas être confondu avec la position extérieure, qui représente une vision patrimoniale, une vision en stock. Donc la position extérieure qui se définit donc comme l'endettement des résidents vis-à-vis du reste du monde. Donc les flux financiers de la balance des paiements regroupent en réalité plusieurs types d'instruments. Donc le plus connu sont les investissements directs à l'étranger, mais il y en a d'autres, comme les investissements de portefeuille, ou les autres, et je vais essentiellement porter mon propos sur les investissements directs à l'étranger. Donc il faut distinguer les investissements directs étrangers entrants, qui rendent compte du fait que les investisseurs non résidents prennent le contrôle, par exemple, d'une entreprise française, ou symétriquement les investissements directs sortants, qui désignent le fait que les résidents réalisent des IDE dans le reste du monde. Donc pour mémoire aussi, donc le concept de résident est ici central. Donc il désigne le fait que les personnes soient domiciliées en France, indépendamment de leur nationalité. Donc ce critère est vraiment différent de celui de la nationalité. Et les IDE sortants peuvent être analysés comme un complément aux exportations et ne désignent pas nécessairement des délocalisations. Alors effectivement, la logique d'un investissement direct est souvent de se rapprocher de la demande finale du consommateur et pas nécessairement de délocaliser une entreprise. Donc voilà maintenant quelques chiffres sur les investissements directs. Donc en France, les IDE sortants sont plus élevés que les IDE entrants. Donc c'est ce que montre le graphique sur la plage 2000 jusqu'à 2016. Donc assez nettement plus élevé. C'est le cas depuis de nombreuses années, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc avant les années 80, les IDE entrants étaient plus élevés en France. Donc au plan conjoncturel, on voit que les IDE varient beaucoup d'une année sur l'autre, et le cycle qu'il dessine est celui des prix d'actifs financiers. Par exemple, en 2000, on a un pic d'investissement sortant qui correspond en fait aux acquisitions d'entreprises réalisées à l'étranger, et notamment dans le secteur des télécoms. Donc j'en viens maintenant au cas de l'Irlande. Donc le cas de l'Irlande est un pays justement qui a accueilli de longue date de nombreux investissements directs étrangers, en particulier donc de multinationales. Donc le phénomène qui nous intéresse là est la révision de la croissance, la révision du PIB, qui est intervenue en 2015. Donc elle était de 7% lors de la première estimation. Elle a été révisée au moment des comptes définitifs à 26%.
Donc c'est du jamais vu dans les statistiques macroéconomiques. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Donc dans le graphique... Pour préciser, ça veut dire que ça a été révisé à la baisse? À la hausse. Donc oui, la première estimation était de 7%, puis de 26%. Le 26%, on le lit sur le graphique, c'est le bâton bleu en 2015, qui le montre. Donc on a le bâton bleu clair qui désigne le RNB. On reviendra sur cette notion dans le slide suivant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la croissance en Irlande, indépendamment donc, de cette révision et de ce pic un peu surprenant, est très forte. Elle est, sur les dernières années, supérieure à 5%, et c'est de loin le pays européen où la croissance est la plus forte. Donc, ce qui est frappant aussi, c'est que l'emploi en Irlande, ou les salaires des Irlandais, sont restés globalement inchangés sur la période. Donc on a là affaire à un phénomène nouveau. Et ce qui s'est passé, c'est que de grandes multinationales ont installé leur siège social et ont relocalisé les brevets en Irlande. Donc on ne sait pas exactement de quelle multinationale il s'agit, puisque les statistiques irlandaises sont très à cheval sur le secret statistique. On sait que ça concerne le secteur de l'informatique et le secteur de la pharmacie. Donc, pour comprendre cet événement, donc il faut en fait revenir au concept de propriété que j'évoquais tout à l'heure. Et avec cette relocalisation de brevets, l'Irlande est devenue un pays propriétaire de biens qui sont produits partout dans le monde. Sans doute une grande partie sont produits hors de son territoire. Donc c'est là une spécificité, une nouveauté dans les statistiques. Donc la présence comme je le disais, la présence de multinationales, elle n'est pas nouvelle en Irlande. Et habituellement, le revenu national brut permettait de corriger les effets, les entrées et les sorties de bénéfices et de revenus des multinationales. Très souvent, en fait, les multinationales rapatriaient, notamment aux États-Unis, les revenus qui étaient dans les filiales irlandaises. Et donc on voit dans la formule du RNB, donc qui est un PIB finalement corrigé des transferts de revenus, de multinationales notamment, on voit bien cela dans la formule. Mais alors en 2015, et c'est là une spécificité, le RNB a été également révisé à la hausse. C'est ce qu'on voyait dans le premier graphique que je vous ai montré, du fait du transfert de propriété de brevets. Donc en fait, le cas d'Irlande est révélateur en fait, des défis qui sont posés par la mondialisation, et qui complexifient grandement sa mesure. Donc en fait, économiquement, ce qui est pas totalement nouveau, mais ce qui l'est encore plus quand même avec des biens immatériels, c'est que les revenus et les facteurs de production ne sont plus systématiquement localisés dans un même pays, ou on peut même dire plus du tout localisés dans un même pays. On a une fragmentation des sites de production à l'échelle de la planète. Et donc le PIB et la production peuvent varier très rapidement suite à un changement du positionnement d'un pays, c'est-à-dire un changement de réglementation, un changement à la capacité du pays à attirer des entreprises par différents moyens, comme sont la fiscalité ou la réglementation ou l'insertion dans une zone économique, par exemple. Et ces variations de PIB peuvent résulter aussi de changements qui sont concentrés sur quelques groupes. C'est sans doute le cas d'Irlande et caractéristique de cela. Et ces changements ont d'autant plus d'effet, bien sûr, sur une économie qu'elle est petite et ouverte, ce qui est aussi le cas de l'Irlande. Donc statistiquement, on a là des défis, puisque la mesure des échanges est plus difficile, mais pas impossible, puisque les échanges internationaux des groupes sont maintenant guidés par des mouvements d'actifs à l'intérieur du groupe, qui peuvent être très rapides, puisque ces actifs sont bien souvent immatériels. On peut penser aux brevets, mais on peut penser aux données aussi, aux bases de données.
Et donc des échanges, à ce titre, des échanges entre instituts statistiques ou entre statisticiens des différents pays qui sont concernés sont nécessaires pour le suivi. Donc je conclus rapidement, si j'en ai encore le temps. Donc voilà, on a des statistiques macroéconomiques qui rendent bien compte de la mondialisation. Donc ces statistiques, elles ont fait l'objet de révisions méthodologiques pour retracer au mieux les échanges internationaux, et elles vont encore continuer de le faire. Je vous remercie. Je ne sais pas si on passe aux questions maintenant ou après. Peut-être une question. Il me semble que l'Irlande a abandonné en fait le PIB comme indicateur officiel, ou en tout cas aujourd'hui communique beaucoup plus sur le RNB. Et peut-être une question qui sera en lien avec ça, c'est qu'est-ce qui a conduit en fait cette domicilialisation de brevets en Irlande, donc qui provoque ce phénomène? L'Irlande est pleinement consciente des problèmes posés par le PIB. Donc elle privilégie le RNB, mais ce qu'on a vu, c'est que le RNB ne corrige pas tout. Et donc un groupe d'experts irlandais s'est même réuni pour proposer un troisième indicateur qui corrigerait complètement l'effet de l'activité des multinationales. Mais on voit aussi qu'en multipliant les indicateurs, on ne traite pas le problème de fond, on ne traite pas les problèmes conceptuels qui sont liés à l'artefact de mesure, au problème de mesure. Donc je dirais que juridiquement, en plus, elle ne peut pas complètement s'abstraire du RNB ou du PIB, puisque ces indicateurs macroéconomiques ont aussi une utilisation réglementaire. Je rappelle que le RNB est utilisé pour le calcul de la contribution des États européens au budget européen. Et à ce titre, la forte révision du RNB va conduire l'Irlande à contribuer davantage au budget. Donc ce n'est pas qu'une histoire de statistiques, il y a aussi des aspects opérationnels très importants. Quand on touche aux activités, quand on touche aux agrégats tels que le PIB, on touche aussi aux ratios de dette et de déficit de PIB qui sont bien sûr très suivis dans la procédure de déficit excessif. Ça a amélioré les performances, enfin, en tout cas le ratio en termes de ratio, effectivement, donc l'Irlande qui était justement un pays qui avait de forts déficits, qui avait un déficit élevé et une dette très élevée à la suite de la crise financière, après l'épisode de 2015, ces ratios, qui sont ceux suivis par la Commission européenne, ont mécaniquement baissé. Les ratios de finances publiques ont mécaniquement baissé, à la fois dette et déficit. Alors, je vais passer la parole à Isabelle pour voir justement un aspect plus international, puisqu'on voit en fait que les statistiques d'un pays sont largement tributaires de mouvements internationaux, d'accord, et qu'il faut retracer sur la longue période pour voir qu'est-ce qui a conduit donc à ces échanges commerciaux, mais qui sont aussi maintenant des échanges de capitaux qui changent la manière de mesurer les échanges internationaux. Merci Rémi, bonjour à tous. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est la mondialisation, ça se mesure. Et donc pour répondre un peu sur le même ton, je dirais un peu que ça se mesure, même si tout ne se mesure pas. Alors pour vous montrer que ça se mesure, je vais m'appuyer sur un travail, excusez-moi, je vais peut-être me mettre devant l'ordinateur, ce sera un travail que nous avons fait réaliser avec ma collègue Isabelle Coupé-Soubeyran au CEPI, parce que cette année, le CEPI a 40 ans, donc le CEPI, vous ne savez sans doute pas ce que c'est, mais c'est un centre de recherche en économie internationale, et donc voilà, donc c'est ses 40 ans cette année, et donc à cette occasion, on a demandé à nos collègues de se retourner avec nous sur 40 ans d'économie mondiale, pour en tracer les contours, les évolutions et les transformations. Donc, il y aura un carnet graphique et comme vous pouvez le voir, à partir du 12 avril, il sera sur le site du CEPI et donc vous pourrez aller le consulter si tant est que la mondialisation ou l'économie mondiale vous intéresse et si vous voulez y voir un certain nombre de graphiques et d'évolutions.
Donc, pour commencer, une petite définition de la mondialisation. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord, mais pour le dire simplement, les mondialisations sont des interactions économiques internationales intenses dans différents domaines. Alors, la question, est-ce qu'on peut les mesurer? Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et donc, en regardant ce qui s'est passé du côté au niveau commercial, au niveau financier, mais aussi au niveau de la mobilité des personnes, donc en regardant les migrations, mais aussi les inégalités, qui sont au cœur des débats sur la mondialisation. Et puis je ferai aussi assez rapidement, on regardera quels sont les acteurs, qu'est-ce qui a été modifié sur ces 40 années parmi les acteurs de la mondialisation, et je terminerai par quelques zones d'ombre, puisque j'ai dit un peu que ça se mesure, mais tout ne se mesure pas. Alors pour commencer, la mondialisation commerciale. Donc sur ce graphique était reporté donc, le taux mondial d'ouverture commerciale. Donc le taux d'ouverture, c'est quoi? C'est les exportations et les importations. Enfin, c'est la moyenne des exportations et des importations qui sont rapportées au PIB mondial. Et donc ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est qu'on a une première phase de cette mondialisation commerciale, donc qui court de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. Ce taux d'ouverture, il passe de 10% à 20% du PIB mondial, presque 10%, donc il est multiplié par 2. Donc c'est une phase qui est dominée par les économies avancées, parce que durant cette période, la plupart des pays en développement sont encore dans des stratégies de substitution aux importations, et donc ils ne sont pas encore dans cette, j'allais dire idéologie, je ne sais pas pourquoi, mais d'ouverture et d'ouvrir son pays et de s'insérer à l'économie mondiale. Donc ensuite, on a une deuxième phase qui débute au début des années 90. Donc cette phase, c'est quoi? C'est l'ouverture de la Chine. C'est la création de l'Organisation mondiale du commerce, c'est aussi la multiplication des accords commerciaux régionaux. Et donc ces différents éléments vont porter l'ouverture commerciale, donc d'un peu de moins de 20% au début des années 90 à 30% à la veille de la crise financière de 2007-2008. Alors depuis la crise, vous savez, il y a eu pas mal de discussions autour de ça, donc on a une stabilisation, même un léger retrait si on regarde le chiffre de 2015, puisqu'on passe de 30% à 27%. Et donc la question qui se pose, et qui a été posée lors de ces printemps de l'économie, c'est est-ce que c'est l'avènement d'une démondialisation? Donc si Sébastien Jean, qui est celui qui a fait ce graphique dans les carnets graphiques du CEPI, était là, il vous dirait que pour lui, c'est plutôt un plateau qu'un reflux de la mondialisation commerciale, que de toute manière, théoriquement, les échanges n'ont pas vocation à croître beaucoup plus vite que le PIB. Donc en somme, ce serait plutôt un retour à la normale qu'une démondialisation. Alors maintenant, d'un point de vue financier, donc là aussi on a un taux mondial d'ouverture financière, et donc en fait on va voir qu'à partir des années 90 ça va décoller. Donc c'est le résultat de quoi? C'est la libéralisation financière donc dans les économies avancées à partir du milieu des années 80, c'est l'ouverture des comptes de capitaux des pays en développement dans les années 90, et aussi la libéralisation de leur système financier. Donc ces différents éléments là vont porter ce taux d'ouverture financière d'un peu moins de 5% à plus de 20%, 23% à la veille de la crise financière, donc en 2007. Alors ce qu'il est intéressant de voir aussi à partir de ce graphique, je ne sais pas si vous voyez très bien, ouais peut-être quand même, c'est que sur cette ascension, au moment où il y a cet essor considérable de la globalisation financière dans les années 2000, ce qu'on voit, c'est que cette globalisation financière, elle est portée par les flux de capitaux les plus volatiles, c'est-à-dire les investissements de portefeuille et les autres investissements. Ces autres investissements, c'est principalement des prêts et des emprunts internationaux. Donc après la crise, donc, on a une chute considérable de cette globalisation financière. On a des flux qui deviennent négatifs, ceux d'autres investissements. Donc négatif, ça veut dire quoi? C'est la manière, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure de la balance des paiements, la manière dont les flux sont enregistrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de remboursement de prêts que d'octroi de nouveaux prêts. Et ce qui est aussi, donc après 2010, ce qu'on voit, c'est que
la globalisation financière, donc elle revient à un niveau qui est celui qu'elle avait avant cette ascension des années 2000, donc on est à peu près à 6% du PIB mondial. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la structure des capitaux a complètement changé, puisque maintenant, il s'agit principalement d'investissements directs dans ces flux mondiaux de capitaux pour plus de 50%. Et donc, on se retrouve avec les forces les plus déstabilisatrices qui ont conduit sans doute en partie à la crise de 2007, qui ne sont plus présentes désormais. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand? Mais ça, j'en ai pas la réponse. Donc là, si on regarde maintenant ce qu'il en est de la mobilité des personnes, donc on voit que le contraste est très grand avec ce que je viens de vous montrer sur les évolutions de la mobilité des marchandises ou de la mobilité des capitaux. Si on voit donc cette part des migrants dans la population mondiale, donc elle a guère changé depuis la fin des années 70, et même s'il y avait eu les années 60 sur ce graphique, ce serait à peu près la même chose, donc de l'ordre de 3% de la population mondiale. Donc pour voir encore mieux que le contraste est grand, hop, je vais y arriver. Voilà, si je reporte aussi sur ce graphique les deux courbes qu'on vient de regarder sur la finance et le commerce, on voit que effectivement c'est très contrasté. Et alors ce qui est assez paradoxal, c'est que cette composante la moins dynamique de la mondialisation est aussi celle qui politiquement est le plus sensible. Alors maintenant, les inégalités. Je disais tout à l'heure, les inégalités, elles sont au cœur des débats sur la mondialisation. On le sait à la fin des années 90, des questions se posaient. Quand les premières contestations de la mondialisation, c'était de dire, oui, mais cette mondialisation, elle accroît les inégalités. Alors comment est-ce qu'on peut regarder, quand on s'intéresse aux inégalités dans le monde, les choses? Donc il y a plusieurs indicateurs qu'on peut regarder. Il y a d'abord les inégalités entre pays et internationales. Donc les inégalités entre pays, ça va mesurer les inégalités de niveau de vie moyen entre les pays. Et ce niveau de vie moyen, il est appréhendé par le PIB par tête en parité de pouvoir d'achat des différents pays. On peut aussi mesurer ce que j'ai appelé des inégalités internationales, où là, on va chercher davantage à prendre en compte les populations, enfin les individus, du moins leur nombre, que les pays. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'indicateur, on va accorder à chaque pays un poids qui est proportionnel à sa population dans la population mondiale. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, si on a un indicateur qui est global, qui est synthétique, finalement, les évolutions qui se passent dans un grand pays, elles devraient compter davantage que celles qui se passent dans un petit pays. C'est-à-dire, il faudrait compter davantage ce qui se passe en Chine parce qu'il y a plus de monde qu'en Belgique parce qu'il y en a moins. Alors, si vous regardez sur ce graphique, donc ça, c'était à l'origine de pas mal de débats à la fin des années 90, puisque certains disaient, non, la mondialisation, regardez les inégalités internationales, les inégalités ont baissé. En revanche, quand on regardait les inégalités entre pays, ce qu'on voyait, c'est qu'elles augmentaient. Alors, si maintenant, on regarde ces inégalités internationales, mais en enlevant la Chine, là j'ai enlevé la Chine et l'Inde, mais si on n'enlevait que la Chine sur cette période, ça donnerait la même chose. Ce qu'on observe, c'est que là, les inégalités internationales augmentent. Donc pourquoi est-ce qu'on a ces différences? Parce que les inégalités internationales, si elles baissaient, c'est parce que justement, il y a cette pondération. Et donc avec le formidable rattrapage chinois, la Chine qui a connu une croissance particulièrement vive, et comme ça compte pour 1/5 de la population mondiale, et ce que retraçait surtout cette courbe qui baissait, c'était ce formidable rattrapage chinois. En revanche, pour les inégalités entre pays, ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas eu justement sur cette période de rattrapage systématique des pays riches par les pays pauvres. Donc pas de convergence des niveaux de vie au niveau mondial. En revanche, si on regarde depuis 2000 ce qui se passe, là, c'est très différent puisque les deux indicateurs nous délivrent le même message, c'est-à-dire une baisse des inégalités internationales et des inégalités entre pays. Et la raison pour laquelle on observe quelque chose qui est similaire sur ces deux indicateurs, c'est parce que désormais, la convergence des niveaux de vie a pris une dimension plus globale. C'est plus que la Chine qui rattrape les pays riches, mais ça s'est étendu à un plus grand nombre de pays. Alors maintenant, le dernier indicateur qu'on peut regarder, c'est celui des inégalités mondiales. Donc là, qu'est-ce qu'on va chercher à mesurer? C'est des inégalités de revenus entre tous les citoyens du monde, comme s'il n'y avait
le pays monde, on va regarder tous ses citoyens et on va calculer cet indicateur d'inégalité. Donc chaque pays n'est plus représenté simplement par son niveau de vie moyen, son PIB par tête, mais on va prendre aussi en compte les inégalités internes. Alors qu'est-ce que ça donne? Hop. Donc là, j'ai reporté sur ce graphique deux estimations, parce que sur les inégalités, autant sur les inégalités entre pays et internationales, c'est assez facile, puisqu'on mobilise que les PIB par tête, et ça, il y a des données internationales qui sont faciles d'accès. En revanche, quand on mesure des inégalités mondiales, c'est beaucoup plus compliqué, donc c'est des estimations. Et donc, ce qu'on observe, c'est que depuis les années 90, eh bien, on a une réduction des inégalités mondiales qui sont liées jusqu'au début des années 2000, principalement à la réduction des inégalités internationales, ce qu'on vient de voir, parce que les inégalités internes, au niveau mondial, eh bien, elles ont plutôt tendance à augmenter jusqu'au début des années 2000, et ensuite, selon les estimations, soit elles baissent, soit elles se stabilisent. Donc là aussi, c'est assez paradoxal, parce que au moment où les inégalités, depuis 2000, entre pays internationaux, les inégalités mondiales baissent, et même depuis 2000, eh bien, soit on a une baisse en moyenne au niveau mondial des inégalités internes, soit une stabilisation, eh bien, c'est le moment où le rejet de la mondialisation est le plus sévère. Alors maintenant, les acteurs de cette mondialisation. Donc si on regarde sur ce graphique qui reporte la part des pays riches de l'OCDE dans le total mondial, ce qu'on observe, c'est que jusqu'au début des années 90, l'ensemble est largement dominé par les pays riches de l'OCDE. Donc ils représentent à peu près 80% du PIB mondial, et ils représentent 80% aussi à peu près des exportations mondiales. C'est les exportations mondiales, juste pour préciser, hors énergie et extraction, parce que sinon ça nous donnerait quelque chose d'assez différent. Donc depuis en à peu près un quart de siècle, donc les équilibres mondiaux se sont profondément transformés. On voit que la part de ces pays riches de l'OCDE, c'est plus qu'à peu près un petit peu plus que 50% du PIB mondial et des exportations. Donc on sait sur cette période, il y a eu l'émergence de la Chine, mais aussi d'un certain nombre d'autres pays, même si c'est moins important. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans une mondialisation avec différents acteurs, avec la fin de cette domination, et finalement avec aucun des acteurs. J'ai plus de 3 minutes, donc j'avance très très vite parce que j'ai encore quand même quelques trucs à vous montrer. Donc si on doit parler de pays qui sont assez emblématiques des évolutions, des transformations de cette mondialisation, on peut parler du Japon et de la Chine. Alors le Japon, pourquoi? Parce que le Japon, il était sur une trajectoire de croissance jusqu'au début des années 90, qui pouvait laisser penser qu'il allait détrôner les États-Unis en tant que première puissance mondiale. Mais ça, c'était sans compter la crise financière qui va intervenir au début des années 90 et qui va mettre fin à ce rattrapage. C'est ce qu'on voit sur le graphique PIB par tête. Donc vous voyez que ça augmente la courbe grise jusqu'en 90 et qu'ensuite ça baisse et ça se stabilise. Et donc, cette crise financière qui va plonger le Japon dans la déflation dont il n'est toujours pas sorti aujourd'hui. Alors, pour la Chine, au contraire, avec 10% de croissance en moyenne sur les 40 dernières années, donc la Chine, elle est certes toujours un pays à revenu intermédiaire, il ne faut pas l'oublier parce qu'on se dit toujours la Chine avec cette croissance, mais c'est toujours un pays à revenu intermédiaire, c'est-à-dire le niveau de vie en moyenne en Chine, c'est 30% du niveau de vie aux États-Unis. En revanche, ce que vous pouvez voir, c'est les courbes oranges. Dans le PIB mondial, c'est devenu la deuxième puissance mondiale avec 15% du PIB mondial. Si on regarde aussi dans les échanges, elle a complètement bouleversé la géographie des échanges, que ce soit dans les produits primaires, donc où elle est devenue le principal importateur, et dans les exportations de produits manufacturés, où elle est aussi devenue le principal exportateur de produits manufacturés. Alors la contrepartie de cette ascension chinoise, c'est effectivement que c'est devenu aussi le premier émetteur de CO2. Donc un petit dernier acteur pour montrer qu'il y a des choses qui ne changent pas quand même dans cette mondialisation. Donc c'est du côté des devises. Donc le dollar est toujours la devise clé.
Que ce soit dans les transactions de change, c'est toujours 2 fois plus important que l'euro. Dans les réserves officielles de change des banques centrales, le dollar prédomine. 3/4 des réserves officielles des banques centrales sont en dollars. Et dans les prêts internationaux, le dollar supplante largement l'euro. Donc on n'est pas, il y avait des questions à un moment, est-ce qu'on allait dans un système plus multipolaire en matière de devises? On voit que le dollar n'a toujours pas été détrôné. Alors, s'il me reste 2 minutes sur les zones d'ombre, 1 minute. OK. Donc, les zones d'ombre, c'est un peu ce à quoi nous avons été confrontés quand nous avons réalisé ces carnets graphiques, se dire, finalement, la mondialisation, on en parle, etc. Est-ce qu'on peut tout mesurer? Eh bien non, on s'est rendu compte que sur des variables qui sont quand même très importantes, il y a des choses qui manquent. Par exemple, sur les droits de douane, alors on connaît ce que représente la protection en termes tarifaires aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 4% au niveau mondial, mais c'est impossible de remonter très loin dans le temps de manière pertinente. Les mesures non tarifaires, qui sont celles les plus importantes, puisque je viens de vous dire, les droits de douane, c'est plus que 4%, donc ce qui reste à libéraliser, en tout cas si on le souhaite, ce sont des mesures non tarifaires. Et de par leur nature, c'est pas facile d'en avoir une évaluation globale et chiffrée. Les échanges de services, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas y passer plus de temps. Sur les inégalités mondiales, vous l'avez vu, comme on ne dispose toujours pas d'une enquête sur le revenu des ménages au niveau mondial, on peut avoir que des estimations, avec des estimations qui ne sont pas toujours convergentes du fait d'hypothèses différentes. Et puis, il y a quand même cette composante sur les échanges intra-firmes, qui peuvent représenter, pour les pays pour lesquels on a des données, des choses très importantes, sur lesquelles on a encore très peu de données. Et donc, c'est plus compliqué d'avoir une idée de cet acteur quand même de la mondialisation que sont les multinationales pour pouvoir vraiment retracer ce qui se passe. Mais là, je vais laisser la parole à mes collègues de l'INSEE qui vont vous en parler bien plus longuement que moi. Merci. Formidable perspective, et puis en plus, elle passe la parole, formidable transition. Donc, et toutes ces évolutions-là sont le fruit d'une mondialisation qui a vu les échanges commerciaux s'accompagner d'échanges de capitaux, pas beaucoup d'échanges de main-d'œuvre par contre, et donc qui complexifie énormément les échanges. Ce qu'on va voir avec Elisabeth sur donc des chaînes de valeur qui deviennent mondiales avec des firmes multinationales, la difficulté justement de mesurer ces échanges intra-firmes, puisque en fait une partie de ces échanges ne sont pas mesurés, puisqu'il n'y a pas forcément échange de propriété, enfin transfert de propriété. Donc ça peut être aussi entre des sous-traitants où il y a transfert de propriété, mais pas forcément. Voilà. Merci Rémi, merci pour cette transition, puisqu'en fait on va beaucoup parler d'échanges intra-firmes. On va poursuivre cette matinée sur la mesure de la mondialisation en prenant 2 exemples. On va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu, parce que, enfin pas perdu, mais pris. C'est pas très agréable. Non, mais on n'a plus que 10 minutes. Donc d'une part, je vais vous présenter les résultats d'une étude que vous pourrez trouver sur le site de l'INSEE. C'est une étude qui a été publiée il y a 2 ans maintenant sur la pharmacie, qui va montrer qu'en mobilisant un nombre important de données au niveau des entreprises, donc des données individuelles, on arrive à raconter une histoire sur la mondialisation dans la pharmacie, à essayer de comprendre ce qui se passe en France. Et puis très rapidement, dans un deuxième temps, je vous parlerai d'une enquête qui est en ce moment sur le terrain, où on essaie de mesurer les chaînes d'activité mondiale en France. Et cette enquête, elle est conduite aussi au niveau européen, donc on pourra ensuite faire des comparaisons européennes. Donc, tout d'abord, je vais revenir sur une définition, parce qu'elle est importante dans notre étude. C'est qu'est-ce que c'est qu'une firme multinationale en France. Donc, une firme multinationale, on appellera FMN pour être plus rapide après, c'est un groupe qui a au moins une filiale en France et une autre à l'étranger. Et donc, on va regarder cette firme multinationale, elle va pouvoir produire en France et ou à l'étranger, et elle va pouvoir exporter ou importer avec ses filiales à l'étranger. Donc, ce qu'elle va chercher, c'est à être présente sur d'autres marchés nationaux. Elle va rechercher des nouveaux marchés à l'extérieur. Et ce qu'on va étudier, c'est comment, en fait, elle va déplacer sa production entre son marché intérieur et les marchés extérieurs, et comment se situe la chaîne de production. Donc, la place des firmes multinationales, c'est un des indicateurs de la mondialisation. Et on va distinguer les firmes multinationales qui sont sous contrôle français, c'est-à-dire celles, c'est un groupe, et dont la tête de groupe est en France, donc les décisions sont prises en France. Et puis il y a les firmes multinationales qui vont avoir des filiales en France,
mais dont la tête de groupe va être à l'étranger, et donc les décisions, elles se prennent plutôt à l'étranger. Donc sur ce graphique, j'essaye de vous montrer la place des firmes multinationales en France, et on mesure ce poids par les effectifs. Donc repérés en orange, ce sont les firmes multinationales sous contrôle étranger, et en violet, ce sont les firmes multinationales sous contrôle français, et on regarde secteur par secteur. Donc qu'est-ce que nous dit ce graphique? C'est le même, mais dans le secteur de l'industrie, c'est-à-dire les deux premières barres en haut, on voit qu'au total, 68% des salariés sont employés par des firmes multinationales. Donc en France, il y a 78% des salariés qui travaillent pour une firme multinationale. Et si on décompose ce 68%, il y en a 21% qui vont travailler pour une firme multinationale étrangère, donc le contrôle est à l'étranger, et il y en a 47% qui vont travailler pour une firme multinationale sous contrôle français. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est dans l'industrie qu'il y a le plus de firmes multinationales, et il y a donc 32% des salariés qui vont travailler pour des groupes franco-français. Autre secteur très internationalisé, l'information et la communication, ou le transport et l'entreposage. Par contre, par exemple, dans hébergement-restauration, il y a très peu de firmes multinationales. Autre façon de voir l'impact de ces firmes multinationales, donc si on se concentre sur celles qui sont sous contrôle français, donc dont la tête de groupe est en France, elles ont 37 000 filiales à l'étranger et elles sont présentes dans plus de 190 pays. Donc elles sont vraiment très présentes. Et en termes de poids, elles ont 5,5 millions de salariés qui sont à l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont plus d'effectifs, ces firmes multinationales, elles ont plus d'effectifs à l'étranger qu'en France. Et c'est la même chose pour leur chiffre d'affaires. Elles vont réaliser un chiffre d'affaires plus important à l'étranger, 1200 milliards, que ce qu'elles réalisent sur le sol français. Donc ça, c'est pour les firmes multinationales sous contrôle français. Alors, venons-en à cette étude sur la pharmacie. Pourquoi on s'est penché sur la pharmacie? Donc, c'est une étude qu'on a faite avec des collègues qui sont à la Banque de France et d'autres qui sont aux douanes. Et l'intérêt de ce secteur, c'est que si vous regardez la courbe qui est en bas du graphique, vous voyez que la production de la branche de la pharmacie, entre 2000 et 2014, elle a un peu évolué en début de période, et puis après, en gros, elle stagne. C'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique en France produit pas plus en France en 2014 qu'en 2004. Par contre, on voit qu'il y a une très très forte progression des exportations et des importations de produits pharmaceutiques, ce qui correspond à ce qu'ont montré mes collègues avant, et donc on va essayer de comprendre comment ça se passe. Donc sur cette industrie pharmaceutique en France, il y a 8600 groupes, on a identifié 8600 groupes, et il y en a quelques-uns qui sont franco-français ou qui sont indépendants, mais en fait l'essentiel, c'est 370 firmes multinationales, et c'est elles qui vont faire l'essentiel du chiffre d'affaires, l'essentiel du commerce international et l'essentiel des dépenses en R&D. Enfin, j'ai pris quelques exemples. Donc il y a une très forte concentration dans ce secteur de l'industrie pharmaceutique autour d'un cœur, le cœur de la pharmacie, 370 entreprises. Elles sont plus souvent sous contrôle étranger que sous contrôle français. Et ce qu'on a fait dans notre étude, c'est qu'on a essayé d'exploiter la richesse de toutes les données individuelles, les données des entreprises qui sont à notre disposition, pour essayer de caractériser ces firmes multinationales. Et on a identifié en fait 3 modèles. Donc on a mobilisé des sources qui ont déjà été présentées, donc je vais vite là-dessus. On a mobilisé les liasses fiscales des entreprises, on a mobilisé des informations sur la décomposition de leur chiffre d'affaires, sur les liens financiers, pour justement voir les échanges entre les entreprises, sur leurs exportations et les importations, les données dont a parlé Jérémy, donc les données des douanes et les données de la Banque de France, et puis la recherche-développement, parce que dans la pharmacie, la recherche-développement, c'est très important. Et après, on a cherché à faire parler ces données. Donc, je vais passer 2 minutes sur ce graphique-là, et puis en fait, donc, je vous ai dit, il y a 3 modèles, donc il y a 3 graphiques, je vous explique le premier, et puis on ira plus vite. Le premier modèle, c'est des entreprises qui produisent en France, donc c'est le milieu du graphique, vous voyez, production, et pour servir à la fois les marchés intérieurs et les marchés internationaux. Donc elles produisent 23 milliards de chiffre d'affaires, elles importent 7-8 milliards à gauche du graphique, et elles exportent plus qu'elles n'importent. Et les couleurs, je n'ai pas le temps de vous les détailler, l'idée des couleurs, c'est de dire que ces firmes, elles sont composées de firmes qui sont dans l'industrie pharmaceutique, donc ça c'est les couleurs du bas du graphique, mais aussi des firmes qui sont
dans le commerce de gros, parce qu'ils vont s'occuper des échanges, et puis des firmes qui sont dans d'autres secteurs. Donc on va bien regarder là, toutes les couleurs qui sont dans le bâton importation et le bâton exportation, ce sont les échanges, en fait, entre les filiales des mêmes groupes. Donc vous voyez que sur ce graphique, les entreprises qui produisent en France pour servir les marchés intérieurs et internationaux, essentiellement, c'est l'industrie pharmaceutique qui produit des biens pharmaceutiques, c'est le rose du graphique, qui les importe et qui les exporte. Le deuxième graphique, c'est le deuxième modèle, c'est échanger pour produire. Vous voyez que ces entreprises-là, elles produisent beaucoup moins que dans le modèle précédent. Par contre, elles importent et elles exportent beaucoup. Comme elles importent et qu'elles exportent beaucoup, tout n'est pas fait par l'industrie pharmaceutique, mais elle est fait par d'autres filiales, les filiales du commerce de gros, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de bleu dans le graphique que dans le graphique précédent. Et enfin, le troisième modèle, c'est des entreprises qui importent pour vendre, mais qui ne produisent pas en France, et qui exportent très peu. Donc ça va être essentiellement des filiales de groupes étrangers. Donc pour résumer ces trois, je vous ai remis les trois modèles. Donc à gauche, vous allez avoir en fait un quart des firmes multinationales de la pharmacie qui sont présentes en France. Ça va être les plus gros acteurs nationaux, et ça va être aussi des laboratoires familiaux et puis des filiales de groupes étrangers. Au milieu, vous avez un autre quart des firmes de la pharmacie, et là, ça va être plutôt des filiales de groupes internationaux, de groupes étrangers qui vont échanger. Et enfin, dans le dernier modèle, importé pour vendre sur le marché intérieur, vous avez la moitié des firmes de la pharmacie, donc c'est là où elles sont les plus nombreuses, mais elles vont être toutes petites, et ça va être majoritairement des firmes qui sont des filiales de groupes internationaux et qui sont des filiales commerciales. Donc c'est pour ça que c'est en bleu. Voilà. Donc, deuxième thème que je voulais aborder, cette enquête qu'on est en train de faire sur les chaînes d'activité mondiale en 2017. Donc c'est une enquête européenne qui nous sert pour améliorer la mesure de cette internationalisation, donc qui essaie de répondre à certaines des questions, pas toutes, qu'Isabelle a évoquées. Donc c'est la deuxième enquête qu'on fait sur ce sujet en France, qu'on fait dans d'autres pays européens, et l'objectif, c'est de collecter de l'information sur les activités qui vont être externalisées, sur celles qui vont être délocalisées ou celles qui vont être relocalisées, parce qu'on a vu en fait depuis une dizaine d'années qu'il y avait des entreprises qui commençaient à relocaliser. Alors externaliser, ça veut dire sous-traiter à l'étranger. Délocaliser, ça veut dire produire à l'étranger dans une filiale qui appartient au groupe, donc là aussi mesurer les échanges, et relocaliser, c'est le contraire de la délocalisation. À quelles activités on va essayer de mesurer? On mesure dans cette enquête toutes les activités, toutes les fonctions qui sont nécessaires pour produire ou fournir un service. Donc on va avoir pour chaque entreprise le cœur de métier et puis tout ce qu'on appelle les fonctions support, ce qui peut être la logistique, la publicité, le marketing, la recherche-développement. Bien sûr, comme on va interroger toutes les entreprises, le cœur de métier d'une entreprise, il va dépendre de son secteur. Et ce qui va être le cœur de métier pour une entreprise, ça peut être une fonction support pour l'autre. Je prends un exemple, dans l'industrie pharmaceutique, le transport, c'est une fonction support, mais dans les transports, le transport, c'est le cœur de métier. Donc quand on va interroger les entreprises, il faut faire attention qu'on arrive bien à leur expliquer ce que c'est que leur cœur de métier et pourquoi on mesure aussi les transports. Donc l'objectif, c'est bien de mesurer la fragmentation qui se produit à l'échelle planétaire, et pourquoi les entreprises cherchent à sous-traiter, à externaliser à l'extérieur, et pourquoi elles font de plus en plus souvent appel à des fournisseurs dans le monde entier pour rester compétitives. Donc, cette enquête, comme j'ai dit, elle est en ce moment sur le terrain, donc je ne vais pas vous donner les résultats parce que je ne les ai pas encore, mais comme on avait déjà fait une enquête il y a quelques années, j'ai mis là 2 résultats importants de notre première enquête. Ce qu'elle montrait, c'est qu'une société sur 5, en fait, a recours à la sous-traitance internationale à l'extérieur de son propre groupe, et que c'est essentiellement pour le cœur de métier, ou bien pour la logistique, pour les transports ou pour les services informatiques. Donc, vu les sujets, on comprend que ces pratiques étaient, donc, au début de la décennie 2010, elles étaient plus répandues dans les secteurs de l'information et des télécommunications et aussi dans l'industrie. Et
compte tenu de ce que je vous ai dit sur la pharmacie, vous ne serez pas étonné que ces pratiques soient aussi plus étendues dans les firmes multinationales, donc dans les firmes qui sont installées dans plusieurs pays. Et parallèlement à cette sous-traitance internationale, donc le fait d'externaliser à l'extérieur du groupe, on a aussi donc de la délocalisation, donc c'est d'aller produire dans des filiales du groupe à l'étranger. Et à l'époque, en début de période, on avait 38% des sociétés qui faisaient appel à des filiales de leur groupe situées à l'étranger. Et je vais m'arrêter là. Voilà. On va pouvoir prolonger ces aspects sur la fragmentation de la production et cette globalisation des chaînes de valeur, donc, qui prennent la forme, donc on a vu, hein, de création de filiales, mais aussi de sous-traitance, c'est-à-dire d'échanges avec d'autres entreprises qui font faire plutôt que de faire, mais à l'étranger. On a un léger Larsen. Nous avons une présence dans la salle. Ah, oui. Et donc je passe la parole à Pierrette Briand, avec qui en fait on va pouvoir braquer un zoom spécifique sur certains secteurs, notamment le secteur de l'aéronautique et d'autres aspects. Merci beaucoup. Et puis un zoom également sur les outils et sur les méthodes, puisque c'est comme ça que j'ai intitulé mon exposé. Et du coup, je vous ferai un exposé en deux séquences. D'une part, les outils et ensuite les méthodes. Et en coordination internationale, parce que l'idée, c'est qu'on est obligé de travailler avec nos collègues étrangers, soit des INS ou éventuellement sous la houlette d'Eurostat, qui est l'Institut national statistique au niveau européen. Alors, donc, je vais revenir un petit peu à la base, puisqu'on a parlé beaucoup de groupes jusqu'à présent. Donc, en fait, les groupes, il faut les construire dans un répertoire, parce que c'est avec un répertoire qu'on peut élaborer de la statistique, on peut tirer des échantillons pour faire des enquêtes, on peut aussi tirer des statistiques de ces mêmes répertoires. Et donc, en France, il y a un répertoire qui, pour le coup, n'est pas quelque chose de très innovant en soi, puisqu'il remonte à une trentaine ou une quarantaine d'années. Mais il s'est beaucoup développé justement ces dernières années en lien avec la mondialisation. Ce répertoire s'appelle liaison financière. Alors pourquoi? Parce que vous aurez compris qu'un groupe, c'est un ensemble de sociétés qui sont liées entre elles par des liens capitalistiques, c'est-à-dire une mise de fonds d'une société sur une autre société et donc une détention qui lui permet de récupérer des dividendes lorsque cette société fait des profits et qui lui permet aussi d'avoir une influence pour peser dans les décisions sur l'orientation de ces sociétés. Donc ici, vous avez un exemple avec une tête de groupe dont vous a parlé Elisabeth à l'instant. Donc la tête de groupe, elle n'est pas détenue par une société en amont, ou en tout cas elle l'est par des liens minoritaires. Par contre, elle détient la société S1 et la société S2 où elle est majoritaire, elle a donc un contrôle exclusif sur ces deux sociétés. Et puis, du coup, elle détient également, par ricochet avec S1, elle détient S3, puisque S3 est en lien majoritaire avec S1, qui elle-même est en lien majoritaire avec la tête de groupe. Et de même, la société S4, elle est détenue à titre majoritaire par la tête de groupe également, à raison de 70%. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle le noyau dur. Et quand on parle de stratégie de groupe ou qu'on fait des statistiques sur les groupes, c'est essentiellement à ce noyau dur que l'on fait référence. Donc, alors pour faire ça, c'est pas trivial, c'est pas simple. Il y a donc des équipes à l'INSEE, il y a des dizaines de personnes qui sont chargées justement de construire ces liens et donc de remonter ces liens le plus possible en s'aidant de différentes sources de données, soit des données fiscales, soit des données commerciales, des rapports d'activité aussi, mais il y a donc beaucoup de travail qui est pratiquement un travail d'investigation. Alors voilà, donc là vous avez un exemple de groupe. Alors c'est vrai que quand on voit ce groupe-là, ça calme tout de suite. C'est le groupe Altis. Parce que, voilà, ça peut être... Donc ça, c'est un groupe que le pôle LIFI a eu à traiter. Et la question, c'est qu'il faut essayer de remonter tous les liens financiers. Alors, ça n'a pas été fait là par le pôle LIFI, ça a été publié dans le Canard enchaîné, cet organigramme, mais ça a été fait par mis à plat par un économiste qui s'est vraiment centré sur cet objet, sur le groupe Altis. Bon, sachant qu'en général, au niveau européen ou au niveau français, on arrive à remonter les liens jusqu'aux sociétés européennes et après, ça devient quand même nettement plus compliqué. Précisons qu'il y a SFR, Numéricable. Absolument. Alors,
voilà, donc vous allez... Monsieur Patrick Drahi. Donc vous reconnaissez effectivement, là si je me montre ma petite main, vous la voyez, donc il y a Numéricable SFR qui est là, donc là vous avez même SFR que beaucoup d'entre nous connaissent. Voilà, donc ça c'est au moins les deux sociétés, les deux activités françaises qu'on connaît. Mais ensuite il y a évidemment tout un ensemble de holdings qui sont liés à Monsieur Drahi qui est là. Et donc la question, ça va être pour faire nos statistiques, pour savoir justement est-ce que nous sommes sur un groupe français et est-ce que du coup, voilà, est-ce qu'on a des filiales à l'étranger à partir de ce groupe français ou pas, enfin, pour essayer de faire une cartographie des groupes en général et de la mondialisation, on est obligé de connaître la nationalité d'une multinationale, donc ce dont vous a parlé également Elisabeth. En disant que le critère, c'est que c'est le pays du centre de décision. Mais dans un groupe comme ça, il est où le centre de décision? Et du coup, il y a eu, pour ce groupe-là, il y a eu des discussions très nourries entre la France, entre Eurostat, avec éventuellement aussi quelques partenaires des instituts statistiques étrangers. Et alors, la nationalité de la tête de M. Drahi qui est là, dont on voit qu'il est lui-même, donc il détient également une holding qui est au Panama, et ensuite qui en détient au Luxembourg. Donc on voit que le Luxembourg, les Pays-Bas et le Panama sont présents. Voilà. Et finalement, ce qu'il en est ressorti des recherches françaises, c'est qu'ils ont attribué la nationalité du groupe aux Pays-Bas. Parce que voilà, il leur semblait que c'était là qu'était le siège social. Il y avait plusieurs faisceaux convergents d'indices qui concluaient aux Pays-Bas pour la nationalité du groupe Altis. Voilà, mais donc il faut ici un travail de collaboration. Et c'est pour cela qu'a été mis en place l'European Group Register à Eurostat. Donc c'est donc le registre, donc le répertoire des groupes européens. Donc c'est l'équivalent de l'IFI à Eurostat. Et autant l'IFI est ancien, autant ce registre de groupes européens est beaucoup plus récent. Il a été mis en place, enfin en tout cas il y a eu un projet qui a été mis en place dès 2006 pour un achèvement, pour une production de ce registre en tant que tel à partir de 2015. Alors, pourquoi donc on a voulu mettre en place ce registre des groupes européens, ce répertoire? Eh bien, c'est pour les raisons qu'on vient de voir avec Altis, hein, c'est qu'on est obligé d'unir nos forces pour comprendre comment fonctionne la mondialisation, comment fonctionnent les groupes avec des filiales, des ramifications un peu partout dans le monde. Et alors, donc, du coup, ce qui s'est passé un petit peu aussi pour Altis, hein, mais donc là, qui était expliqué ici de manière beaucoup plus schématique. Imaginons que la France, que les statisticiens de l'INSEE aient répertorié un groupe avec 3 liens, hein, donc 3 filiales, ABC, A étant supposément la tête de groupe. En Italie, ils ont bien la filiale A également et la filiale B, dont ils ont réussi à retrouver également les liens, et avec une tête de groupe qui est une société D. Et puis aux Pays-Bas, eux, ils ont les liens entre B et E. Et évidemment, l'idée, c'est de rassembler ces trois informations, ces 3 niveaux d'information, pour finalement en conclure qu'il y a une tête de groupe qui est sans doute la tête de groupe D, et avec en cascade des filiales A, B, C et E. Donc ça, c'est le principe du registre européen, et donc il est avec lequel donc, nous interagissons, avec lequel le pôle LIFI interagit pour des échanges mutuels. Alors maintenant, on va parler de méthodologie, maintenant qu'on a parlé des outils, et je vais commencer de manière un peu inattendue sans doute pour vous, par une petite touche artistique. Mais oui. Alors en fait, je vais commencer par ce tableau, par cette peinture d'un peintre japonais du XVIIe, XVIIIe siècle. Et donc ce tableau s'appelle donc les moines aveugles qui examinent un éléphant. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les moines, ils ont l'air très très perturbés. Il y en a un qui tire la queue. Enfin bref, en fait, ils ne savent pas ce à quoi ils ont affaire. Hein. Chacun voit un morceau, se focalise sur un morceau une partie de l'éléphant, mais sans en avoir la vision d'ensemble. Et donc, du coup, ce tableau-là, nous l'avons repris pour faire la communication autour d'une nouvelle méthodologie qui s'appelle le profilage. Donc c'est la fable des aveugles et des éléphants. Donc vous voyez que vous l'avez maintenant dans une version beaucoup plus stylisée. Et donc les moines ont été remplacés par des statisticiens aveugles.
Il faut assumer, avec l'un qui dit c'est quoi ça, c'est un snake, donc un serpent, c'est un arbre, c'est un mur, c'est une corde, etc. etc. Bon. Et donc l'éléphant, c'est donc le symbole du groupe multinational, qui a donc un poids majeur dans les économies, comme mes collègues l'ont rappelé, qui est donc un acteur complexe, avec des centaines de filiales partout dans le monde, qui ont été notamment créées dans les années 90. Donc cette filialisation, donc on a beaucoup parlé de concentration, mais il y a eu en même temps qu'une concentration, avec donc des achats en cascade, comme on peut le voir tous les jours, il y a eu aussi une filialisation, et cette filialisation, c'est l'idée que, en fait, on a un ensemble, mais pour des raisons fiscales, sociales, etc., les sociétés souhaitent décomposer les processus de production en différentes sociétés parce que ça leur donne une transparence sur les processus, mais surtout, ça a un impact pour nous parce que ça veut dire que ça monétise les échanges entre les filiales. Au lieu d'avoir des échanges interservices avec des produits bruts qu'on transforme, qu'on donne à un service suivant qui le transforme en produit semi-fini et qui ensuite va le transmettre à une autre unité qui va en faire un produit fini, et bien là, tous ces échanges que je viens de vous décrire, ils sont monétisés alors qu'avant, ils ne l'étaient pas. Donc du coup, ça a une influence évidemment sur les statistiques, à commencer par le chiffre d'affaires. Donc les restructurations, c'est beaucoup aussi des filialisations. Et donc les aveugles, face à cette filialisation, enfin vous avez vu l'exemple d'Altis, on peut être un peu démunis. Donc on est obligé de travailler de manière vraiment collective, parce qu'autrement on a un biais dans les statistiques nationales et internationales. Et l'idée de travailler aussi ensemble, donc la réponse qui en a été donnée, c'est le profilage européen des groupes. Donc l'idée, c'est de collaborer selon une grille de lecture commune en entreprise. Alors cette fois-ci, c'est entreprise avec un grand E, parce que tout à l'heure, on a parlé de société, de groupe, etc. Mais souvent, en fait, on assimile société à entreprise. Alors ça peut l'être si c'est une petite société indépendante, mais dans le cadre de groupe, on préfère parler d'entreprises qui sont des sous-ensembles des groupes parce que, comme je vous le disais à l'instant, les groupes se sont énormément filialisés et là, comme ça, de but en blanc, on est absolument incapable de dire quelles sont les activités ou quelle est l'activité du groupe Altis, par exemple. Voilà, on sait qu'il y a des médias, on sait qu'il y a des télécoms, mais à part ça, c'est un peu complexe. Et donc l'idée, c'est de trouver quand même des unités un peu homogènes d'activités avec une organisation autonome au sein de ce groupe sur ces différentes activités. C'est par exemple le cas de conglomérats comme Bouygues. Bouygues, si on veut étudier le groupe Bouygues, à quoi on va le raccrocher? Il y a Bouygues Télécom qui fait des télécoms, il y a TF1 qui fait de la télévision, vous avez l'immobilier qui fait de l'immobilier, du bâtiment, il y a Colas aussi qui fait partie du groupe Bouygues qui fait des routes. Donc on voit bien qu'on a quand même un conglomérat qu'il est difficile d'appréhender en tant que tel. Donc la réponse, c'est l'entreprise. Et cette définition d'entreprise, qui est donc le socle de la démarche de profilage, elle est liée à un règlement européen. Elle est liée à un règlement européen dont je ne vais donc pas vous décrire, mais j'espère que vous le retrouverez par ailleurs. Donc, quand même, ce qui signifie quand même qu'Eurostat, la préoccupation de la mondialisation, elle remonte quand même aux années 90. Voilà, alors le groupe Airbus, qu'on vous avait promis, donc je vais quand même essayer de vous en parler un tout petit peu. Alors le groupe Airbus, donc, on va essayer de le découper en entreprises. Alors vous voyez, c'est déjà un petit peu plus simple qu'Altis, même si là, il n'y a que les principales filiales qui sont décrites. On voit que la tête de groupe, elle est aux Pays-Bas, mais le centre de décision est en France. Donc là, on a vraiment une dissociation entre les deux. Et donc les courbes que j'ai dessinées, c'est les courbes qui correspondent pour la trace française, uniquement pour les filiales françaises, à l'activité d'hélicoptère, à l'activité de défense et de spatial, et à l'activité de construction d'avions. Et donc, on va faire un petit zoom sur cette construction d'avions, donc là, qui vous montre, donc à l'aide d'un Airbus A330, quelles sont les parties qui sont faites par les filiales françaises, donc il y a le nez, là, et puis une partie du corps, ce que fait également l'Allemagne, ce que fait la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ce que fait l'Espagne, ce que fait aussi un petit peu la Belgique, si on distingue un petit peu les couleurs,
Et puis, ce qui est en bleu clair, là, c'est ce qui est fait par des co-entreprises qui sont extérieures au groupe, hein, avec lesquelles, évidemment, le groupe a des intérêts de participation, mais sur laquelle elle n'est pas majoritaire. Donc une douzaine de parties d'avions et des centaines, des milliers de pièces détachées, comme on peut l'imaginer. Et donc là, je vais reboucler avec le premier intervenant, avec Jérémy, qui expliquait que les exportations sont liées à des changements de propriété, les enregistrements d'exportation ou d'importation sont liés à des changements de propriété, parce qu'il a fallu, en zoomant sur cette partie construction aéronautique, voir comment ça s'organisait entre les différents pays. Donc le profilage, c'est ça, on va voir les groupes. On discute avec eux de leur organisation et on discute aussi avec nos collègues étrangers et aussi avec nos collègues français, bien entendu. Alors, donc du coup, le modèle, c'est la France qui achète des intrants et donc qui génère un flux financier, donc une importation au Royaume-Uni, un flux physique du Royaume-Uni vers l'Allemagne avec le trait plein. Et puis, l'Allemagne, elle construit, elle assemble des avions et ensuite elle les envoie aux compagnies aériennes qui sont nos clients. Et donc en l'occurrence ici, l'exemple pris est celui des Émirats. Et cela représente pour la France, et non pas pour l'Allemagne, cela représente un flux financier et un changement de propriété, parce que la France étant propriétaire des intrants, elle est aussi propriétaire des outputs, elle est aussi propriétaire de la production qui en ressort. Et elle paye un flux financier, donc on a aussi une importation pour la France de services d'assemblage, de construction d'avions auprès de l'Allemagne. Voilà, donc du coup, voilà, le profilage et plus généralement la compréhension des groupes, c'est quand même beaucoup des énigmes qu'il nous faut résoudre. On a quand même vraiment une démarche d'investigation qui implique beaucoup de monde. Alors voilà, donc maintenant je vais vous parler en 1 minute et demie, c'est ça, du profilage européen, puisque là on s'est intéressé, pour l'exemple que je vous ai donné d'Airbus, au profilage en interaction avec l'étranger, mais pour comprendre quels impacts il y avait sur la statistique nationale. Alors plus généralement, donc l'idée du profilage européen, c'est de prendre du recul et c'est d'avoir une mesure supranationale donc, de l'économie où interviennent les groupes. Et donc l'idée, c'est ici on retrouve bien nos patates qui représentent 2 entreprises dans un groupe qui est représenté par le trait bleu. Et puis, on a donc l'Allemagne avec 2 unités légales dans la première entreprise, la France avec 1 unité légale dans la première entreprise et 2 dans la seconde entreprise, et puis les Pays-Bas et l'Italie. Et voilà, donc en prenant du recul, eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, nous, si on avait voulu travailler sur ce groupe-là, on aurait sans doute travaillé sur les 3 unités légales en disant, bon ben voilà, c'est la trace française du groupe et on va essayer de faire des statistiques autour de ça, on va essayer de mesurer les échanges intra-groupes, etc. Sauf que finalement, a priori, il est tout à fait probable que ces 2 parties n'aient pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Si on additionne TF1 et puis Bouygues Télécom, on ne va pas obtenir des choses très pertinentes. Donc voilà, donc le profilage européen, c'est ma conclusion. Ça permet donc de comprendre l'activité des multinationales en France et dans les autres pays, mais aussi d'avoir une mesure supranationale, hein, donc d'avoir une pertinence supérieure en termes d'analyse et en termes de mesure. Et puis ça permet aussi d'échanger entre profileurs, de construire des réseaux, de construire aussi une définition de l'entreprise parce qu'elle ne va pas de soi. Et pourquoi est-ce qu'on a implémenté aussi cette idée de l'entreprise? C'était pas seulement pour homogénéiser les activités dans un groupe, c'était aussi pour avoir la même unité de mesure, parce que les groupes, il y en a qui se sont beaucoup filialisés, d'autres pas. Et en fait, avec cette définition d'entreprise, on essaie d'avoir une même unité de mesure pour accroître la comparabilité entre les différents pays. Voilà, bon, il reste des questions, mais voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Donc vous voyez que là, on a ici des personnes qui travaillent dans la production des données, qui sont indispensables pour comprendre la mondialisation. Et vous voyez que c'est une activité qui est complexe, qui est à la mesure de la complexité en fait, du phénomène, puisqu'on a des groupes qui sont constitués d'entreprises, si je résume un peu rapidement, mais avec encore faut-il définir ce que c'est qu'une entreprise. Donc TF1 qui est relativement autonome quand même du groupe Bouygues, mais qui appartient quand même au groupe Bouygues. Voilà. Et avec des questions complexes, qui sont ces questions, vous voyez qu'on a, avec Jérémy, vu que les échanges internationaux se mesurent par des échanges de propriété, et que ici, donc, l'exemple que vous preniez, c'était sur Airbus, que les Airbus peuvent être assemblés en Allemagne, mais en fait constituer une exportation de la France.
puisque les pièces détachées sont la propriété de Airbus, enfin de France. Voilà. Donc autrement dit, voilà, physiquement l'Airbus part bien d'Allemagne, mais d'un point de vue économique, c'est une exportation pour la France. Voilà. Donc les questions sont complètes. Merci beaucoup.